Réforme de la fonction publique de l'État, évolution des conditions de travail et études d'impact. Dans la fonction publique depuis 2007, les contraintes qui pèsent sur le rythme ou l'intensité du travail ont augmenté du fait des transformations internes successives des cadres organisationnels et des activités des agents, mais également du fait des exigences ou attentes des usagers. Ces contraintes ont un impact direct sur les conditions de travail, la santé et sécurité au travail, du fait des risques et nuisances auxquels les personnes sont exposées. Il est donc essentiel d'évaluer cet impact et l'objet de cette contribution au Salon Préventica de Lyon édition 2015 est de montrer comment la question des études d'impact se concrétise dans la fonction publique en ce moment et ce qui a créé les conditions de leur émergence. Je vais évoquer tout d'abord deux rapports sur la question des réorganisations et de leur incidence sur la santé au travail. Ensuite, j'évoquerai trois accords dans le secteur public et privé. Enfin, je m'appuierai sur une récente circulaire de la ministre de la fonction publique et de la décentralisation qui traite de ces questions, de ces études d'impact. Dans le rapport IRES de 2009 relatif à la santé dans les restructurations, les auteurs soutiennent l'idée que la promotion de la santé au travail nécessite la reconnaissance du fait que les organisations ont un impact sur les hommes et les femmes et que celui-ci n'est pas toujours propice à leur santé et à leur bien-être. Et ils constatent qu'il est rare que l'on effectue des études d'impact sur la santé. Pour autant, deux des préconisations d'un autre rapport, le rapport Lachmann, Pénicaud et Larose de 2010, intitulé Bien-être et efficacité au travail, concernent ces études d'impact. Et ce qui est intéressant, c'est à la fois en interne et en externe des entreprises. En premier lieu, il pointe la nécessité d'anticiper et de prendre en compte l'impact humain des changements. Les auteurs considèrent que tout projet de réorganisation ou de restructuration doit mesurer l'impact et la faisabilité humaine du changement et ils appuient leur argumentaire par analogie avec les études d'impact environnemental. Il est donc très utile de réaliser une analyse des conséquences humaines du changement, y compris les risques psychosociaux et les besoins de compétences, en associant les partenaires sociaux et le management de proximité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont plus loin, parce qu'en second lieu, ils estiment que la santé au travail ne se limite pas aux frontières de l'entreprise, dont les décisions ont également un impact humain sur son environnement, et en particulier sur ses fournisseurs, sur lesquels ne doivent pas être transférés les risques psychosociaux. Aussi, il recommande que l'impact humain de ces changements chez les fournisseurs soit également intégré dans des délais de mise en œuvre des décisions économiques. Si on change de registre après les rapports et qu'on arrive sur la dimension du dialogue social, de façon peut-être dans un premier temps plus retenue, l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 relatif à la qualité de vie au travail et à l'égalité professionnelle dans le secteur privé rappelle, à l'instar du rapport IRES dont j'ai parlé tout à l'heure, que la promotion de la qualité de vie au travail suppose de veiller à écarter tout impact pathogène des modes d'aménagement du travail. C'est certainement le protocole d'accord relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique du 20 octobre 2013 qui a enclenché un processus qui a tenté d'aller un peu plus loin, puisqu'il a rappelé qu'une politique efficace de prévention des risques professionnels suppose de mener des actions en amont des processus de changement, à travers plusieurs axes. D'abord, l'anticipation de l'évolution des organisations, en particulier les réorganisations et la garantie de l'adéquation entre les moyens et les missions. L'intégration de la dimension conditions de travail le plus en amont possible dans toutes les fonctions et dans tous les actes de gestion à tous les niveaux de responsabilité et évidemment en particulier dans le cas des réorganisations et des restructurations de services ou d'évolution substantielle des missions. C'est important parce que, en fait, à travers ces perspectives, les partenaires sociaux de la fonction publique ont considéré que c'était ainsi que les employeurs publics pourraient respecter leur obligation de sécurité et de résultat en matière de protection de la santé physique et mentale des agents. Et dans la fonction publique, c'est quand même c'est une posture un peu nouvelle, donc c'est vraiment intéressant. Et puis, dernier exemple en matière de dialogue social, c'est le projet d'accord cadre sur la qualité de vie au travail dans la fonction publique du 12 janvier 2015 qui avait prévu, puisqu'il n'a pas été signé, avait prévu concrètement que soit soumis au comité technique et au CHSCT un impact sur les conditions de travail à l'appui de toute évolution d'organisation des services et des méthodes de travail. Les réflexions étaient assez fouillées par les partenaires sociaux puisque en fait, l'étude d'impact devait à la fois mentionner une description de l'organisation envisagée, le nombre de personnes concernées par l'évolution, leur localisation, leur catégorie, leur métier, la nature de l'impact, les éventuelles répercussions sur les autres services et enfin les changements d'organisation, voire d'outils, notamment informatiques. On a l'habitude maintenant de faire référence aux évolutions avec les TIC. Deuxième élément, donc présenter les solutions envisagées en cas d'évolution de mission et les modalités d'information des personnels et de la conduite de projet.
Pour concrétiser les choses, une fiche d'impact devait prendre en compte les éventuelles modifications des risques professionnels auxquels seraient soumis les agents du fait de l'évolution des services. En toute logique, avec la culture qui est en train de se développer dans la fonction publique, ces modifications des risques professionnels devaient figurer au document unique d'évaluation des risques professionnels. Toutefois, faute de signature majoritaire du projet d'accord sur la qualité de vie au travail dans la fonction publique, les textes précités n'ont pas vu le jour sous la forme attendue. Aussi, la ministre de la fonction publique et de la décentralisation a adressé 3 circulaires en date du 9 septembre 2015 au ministre du gouvernement et au préfet de région préfigurateurs. Ces circulaires précisent les modalités opérationnelles d'accompagnement social de cette réforme en 3 axes. Les études d'impact, vous voyez, on les retrouve, et les plans ministériels d'accompagnement des ressources humaines. La feuille de route d'accompagnement des ressources humaines des services régionaux de l'État en pleine réorganisation. Et puis l'accompagnement individuel des agents. Donc, chaque nouveau service ou direction régionale devra faire l'objet d'une étude d'impact élaborée par les services concernés. Ces études devront établir une cartographie des effectifs, des emplois et des compétences des services appelés à se regrouper pour déterminer le nombre d'agents susceptibles d'être affectés par une mobilité géographique ou fonctionnelle. L'étude identifiera les compétences critiques ou en tension au regard des changements organisationnels envisagés. Et évidemment, elle sera présentée pour information au comité technique et au CHSCT. Enfin, ces études devront évaluer les conséquences des changements organisationnels sur l'organisation du travail, sur les conditions de travail et en matière de santé et sécurité au travail. Compte tenu du décalage qui a été pris avec l'accord et des mécanismes d'organisation en cours, les études d'impact devront être réalisées avant le 31 octobre. Donc ça va aller assez vite. Et les plans ministériels d'accompagnement des ressources humaines devront être transmis à la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, la DGAFP, au plus tard le 31 décembre 2015. Donc c'est ainsi que la ministre de la fonction publique et de la décentralisation reprend en quelque sorte en aval la mesure du projet d'accord qualité de vie au travail qui concernait cette anticipation des évolutions de l'organisation des services ainsi que leur impact sur les conditions de travail, sur la santé et sécurité mentale et sur la sécurité au travail des agents, mais en amont, alors qu'au départ c'était prévu en aval. Dans la même logique, en matière de dialogue social, une circulaire du 17 juillet 2015 a rappelé les règles de concertation obligatoires avec les comités techniques et les CHSCT. Deuxième étape, en 2007, avec la réorganisation des régions, des nouvelles directions régionales, va conduire à de nouvelles élections qui vont reconstituer les comités techniques et les CHSCT. Donc là aussi, on voit y compris en matière de dialogue social, on est en pleine reconfiguration. D'ici là, évidemment, dans ces processus de changement, on peut se demander comment ces instances vont s'emparer de ces questions et peut-être en demandant de faire appel à des experts agréés, comme le prévoient les textes, y compris maintenant dans la fonction publique. Alors, maintenant, comment les cadres vont-ils faire pour accompagner ces changements? Sont-ils formés pour cela? Ces études d'impact s'effectueront dans une logique de gestion des ressources humaines, puisqu'on a vu le processus. Maintenant, on est dans des logiques un peu en aval. Processus de ressources humaines qui se fait un peu, si on peut le dire, entre soi. Mais comment le travail réel des agents sera-t-il pris en compte? Si l'on mesure la portée de la démarche de gestion individuelle, comment s'effectueront la rencontre entre les questions relatives à celles des agents et avec les évolutions collectives qui sont liées à des reconfigurations des organigrammes? Que produiront ces organigrammes construits à partir d'un prescrit sur les activités réelles? Et évidemment, quel rôle pourront jouer les instances de représentation du personnel au niveau national et régional? Autant de questions que se posent aujourd'hui pour toutes les parties prenantes.